INA Podcast. A-t-on basculé dans un monde sans foi ni loi ? Alors que les conflits sur la planète se multiplient, que la géopolitique semble de plus en plus dictée par le tempo de puissance et leaders autoritaires, que le droit international paraît désormais, pour certains gouvernements, facultatif, que le multilatéralisme, vous savez, cette idée née après 1945 d'organiser les relations internationales dans une logique de coopération mondiale plutôt que de chacun pour soi, et bien que cette logique semble complètement dépassée, se pose cette question. Assiste-t-on à l'avènement d'un nouvel ordre mondial ? Et si oui, lequel ? Tout ça, on en parle avec vous. Jean-Vincent Olindre, bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, vous co-dirigez le Centre Thucydide, qui est le centre de recherche en relations internationales de l'université, et vous publiez l'année des relations internationales, un monde sans foi ni loi, point d'interrogation. C'est publié aux éditions Panthéon-Assas. L'année des relations internationales, c'est un ouvrage qui sort chaque année. Je vous avais reçu il y a un an, Jean-Vincent Olindre, pour l'édition précédente, que vous aviez titré « Le temps des puissances désinhibées ». Bon, là, on monte d'un cran. Oui, jusqu'où va-t-on aller ? Jusqu'où peut-on supporter en fait cette tension ? Et c'est ça qui est troublant aujourd'hui, c'est de se dire qu'on est au bord du précipice sur les questions de guerre, d'environnement, de santé. Et à un moment donné, on se dit que tout ça peut s'embraser. Et on va développer tout ça avec vous. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. L'année 2025 et le début de l'année 2026, on peut le dire, ont été chargés, très chargés en événements géopolitiques. Souvenez-vous, dès janvier 2025 et le retour de Donald Trump au pouvoir, l'année commence très fort. Nous sommes le 8 janvier et le nouveau président des États-Unis menace en toute détente d'annexer le Groenland et le Panama. Je ne peux pas vous garantir qu'on n'utilisera pas la force pour le Groenland et le Panama. On en a besoin pour notre sécurité économique. Et attendez, c'est pas tout. Début février, il parle cette fois de Gaza. Dans la longue liste des déclarations fracassantes de Donald Trump, celle-ci arrive sans conteste en haut du classement. Transformer la bande de Gaza, ce champ de ruines où 70% des bâtiments sont détruits ou endommagés, en Côte d'Azur du Moyen-Orient, ce sont ses mots. Le président américain veut être à la manœuvre, comme dans une gigantesque opération immobilière. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot. Nous la posséderons, nous serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes. Gaza, rasé par les bombes israéliennes et dont vient d'être expulsé quelques jours plus tôt l'UNRWA, l'administration des Nations Unies pour le secours et la reconstruction, sur décision du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Écoutez. Le drapeau des Nations Unies flotte pour quelques heures encore sur le bâtiment de l'UNRWA. Mais le siège historique de l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens est déjà désespérément vide. Depuis 75 ans, l'agence onusienne vient en aide en nourriture, médicaments, éducation et formation aux réfugiés palestiniens. À Gaza, on dit qu'il y a Dieu, puis l'UNRWA. Qui, pour prendre la relève de l'UNRWA, aux 13 000 employés uniquement à Gaza, qui aident des millions de Palestiniens dans toute la région. Ce n'est pas le problème d'Israël. Nous n'allons pas coopérer avec une organisation dont les employés ont perpétré des crimes contre l'humanité, tué des Israéliens et participé au massacre du 7 octobre. En ce début d'année 2025, c'est donc la guerre au Moyen-Orient qui se poursuit, mais aussi celle en Ukraine. Donald Trump, qui avait promis d'y mettre fin en 24 heures, s'arroge le rôle d'arbitre et il va s'y prendre à sa manière lorsqu'il reçoit à la Maison-Blanche le président Volodymyr Zelensky le 28 février 2025. Vous vous sentez à l'abri derrière votre bel océan, mais vous sentirez la guerre un jour. Vous n'en savez rien. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir. Nous essayons de régler le problème. Ne nous dites pas ce que nous devons ressentir.
Vous n'êtes pas en position de dicter ça. Vous n'êtes pas en position de dicter quoi que ce soit. Durant plusieurs minutes, la tension est extrême. Vous n'êtes pas en bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous les avez. Mais là, vous jouez avec la vie de millions de gens. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous devez être plus reconnaissant. Vous n'avez plus la main. Avec nous, vous l'avez encore. Le ton est donné. Tandis qu'en parallèle, la Russie de Vladimir Poutine poursuit ses attaques sans discontinuer. Sujet de mai 2025. La façade de cet immeuble, situé en plein cœur de Kiev, a été soufflée. Un drone kamikaze a explosé juste devant le bâtiment. La capitale ukrainienne vient de vivre une nouvelle nuit de terreur. Je suis fatiguée, très fatiguée. Cela fait 2 nuits que je ne dors pas. Je n'ai plus d'énergie. Ça ne s'arrête jamais, les bombardements, les drones. Je n'en peux plus. Depuis 3 jours, la Russie bombarde sans relâche l'Ukraine. 355 drones envoyés par Moscou rien que la nuit dernière, un record. Des guerres qui se poursuivent dans le monde en 2025 et d'autres qui naissent. À commencer par la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Lui encore. En février 2025, le président des États-Unis annonce augmenter drastiquement les droits de douane des produits venant de Chine, du Canada et du Mexique. Archive de France 2. Ces droits de douane vont nous rendre riches et puissants. Et on traitera les pays de manière équitable. Est-ce que je vais imposer des droits de douane à l'Union européenne ? Absolument. L'Union européenne nous traite tellement mal. Des droits de douane qui impactent effectivement désormais l'Europe, comme le reste du monde. Et tant pis si la Cour suprême américaine les juge illégaux. Trump a fixé en février 2026 sa nouvelle taxe douanière mondiale à 15% sur la plupart des produits importés aux États-Unis. Et la guerre commerciale ne va pas être malheureusement le seul nouveau conflit à émerger en 2025. Au printemps, au Moyen-Orient, Israël et l'Iran se livrent à des frappes interposées. À l'automne, la Chine réitère une nouvelle fois ses exercices militaires hostiles autour de Taïwan, comme elle le faisait déjà un an avant. Pékin montre ses forces. Rarement, un exercice d'intimidation n'avait mobilisé autant de moyens. Avions de chasse, bombardiers et en mer, toute une armada. Le ministère de la Défense diffuse même cette vidéo de propagande. On y voit Taïwan encerclé et une épée qui la tient en joue. À la télévision, la menace est non voilée. Nous avons la maîtrise du détroit de Taïwan, du nord, de l'est et du sud-ouest de l'île. Nous sommes prêts à passer de l'exercice militaire à une intervention réelle. Et puis, début 2026, un nouveau cap est franchi. Le 3 janvier, les États-Unis bombardent le Venezuela et enlèvent son président Nicolás Maduro au mépris des règles du droit international. Le 28 février 2026, c'est cette fois l'Iran qui est frappé par l'offensive américano-israélienne, plongeant le Moyen-Orient dans une nouvelle guerre et entraînant le blocage du détroit d'Ormuz. Oui, indéniablement, cette année a été particulièrement chargée pour nos relations internationales. Mais au fait, quel regard porter sur cette succession d'événements pour le moins inquiétants ? Faut-il y voir l'installation d'un nouvel ordre mondial, celui d'un monde sans foi ni loi ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Jean-Vincent Olindre. Déjà pour commencer, une réaction peut-être à ces archives qu'on vient d'entendre, que vous connaissez bien sûr. On a un peu le sentiment que le facteur principal de désordre mondial, ce sont les États-Unis et en particulier Donald Trump. Si on prend l'Iran, si on prend le Groenland, si on prend la manière dont Trump a pu se comporter avec l'Ukraine et la Russie, exprimant une forme de proximité avec Poutine, exprimant de manière générale une proximité avec les régimes autoritaires. C'est ça qui finalement, je dirais, incline à penser à un monde sans foi ni loi. C'est qu'au fond, la puissance normative par excellence, c'est-à-dire les États-Unis, qui ont construit ce nouvel ordre mondial d'après 1945, qui ont contribué à organiser le monde, à normer le monde, aujourd'hui deviennent la puissance perturbatrice par excellence, perturbatrice à travers l'usage de la force. C'est pas nouveau, on l'avait déjà vu avec l'Irak en 2003, avec les néoconservateurs, mais perturbatrice à travers des déclarations intempestives et chaotiques de Trump,
perturbatrice aussi dans le sens où les États-Unis ne sont plus leaders d'un récit qui serait un récit libéral et démocratique, mais ne font que suivre le récit, le nouveau narratif, comme on dit, autoritaire, initié par la Chine, mezzo voce, et par la Russie de façon beaucoup plus, entre guillemets, j'allais dire presque caricaturale dans la façon de le déployer en Ukraine notamment. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce que vous entendez. Donc, je rappelle le titre de cet ouvrage que vous publiez, Un monde sans foi ni loi, point d'interrogation. Ce que vous entendez par effectivement un monde sans foi ni loi. Avant ça, je disais cette question, est-ce qu'un nouvel ordre mondial est en cours d'installation ? Vous dites oui, vous ? Disons qu'il y a des recompositions très fortes. Sans foi ni loi, pourquoi ? Sans foi parce que clairement, la foi ici, c'est une notion, j'allais dire, juridique, qui renvoie à cette notion latine de fides, la fides chez les Romains, qui sont les inventeurs du droit en Occident. C'est au fond l'idée de la confiance, de la bonne foi. Au fond, lorsqu'on entend Donald Trump, lorsqu'on entend Poutine, lorsqu'on entend Xi Jinping, on se dit qu'on est dans un jeu de dupes, dans une volonté de ruse ou de force, plutôt que de relations de confiance. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose comme une perte de confiance et une défiance généralisée qui contribue, en quelque sorte, à l'inquiétude du moment. Donc ça, c'est sans foi. Sans foi, non pas au sens seulement de la religion, de la foi religieuse, parce qu'on voit bien à quel point les croyances religieuses aujourd'hui reviennent sur le devant de la scène, mais sans foi au sens juridique. Et sans loi, là aussi, ça renvoie au droit international, naturellement, qui est une des pierres angulaires de l'ouvrage. C'est-à-dire que le droit, aujourd'hui, non seulement est bafoué, on le voit à travers le droit international humanitaire, à Gaza, en Ukraine, où les crimes de guerre se multiplient, mais aussi parce que le droit devient en quelque sorte un champ de bataille. Et le droit devient un élément de la conduite de la guerre. Et donc, la loi, à cet égard, non seulement disparaît comme élément régulateur, mais aussi le fait que la loi devient en quelque sorte l'objet d'instrumentalisation qui la rendent caduque. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce qu'on se dit à partir de là, c'est pour ça que, à votre question initiale, je dirais, jusqu'où va-t-on aller ? C'est parce que finalement, à partir de là, il n'y a plus vraiment de limites, il n'y a plus vraiment de cadre, il n'y a plus vraiment de normes qui permettent aux acteurs de se dire là, on ne peut pas aller jusque-là. Et c'est ça qui est préoccupant, c'est ce qu'on observe sur la scène de la guerre aujourd'hui, mais c'est ce qu'on peut observer aussi dans d'autres domaines qui touchent notamment à notre incapacité à gérer en urgence et sur le long terme les questions environnementales et climatiques. Parce que ça, clairement, on voit bien que sur ce sujet-là aussi, on est dans un monde sans foi ni loi, où certes, il y a le traité sur la haute mer, le traité qui permet de protéger les espaces non appropriables de la haute mer. Donc il y a des avancées aussi, il ne faut pas tomber dans un pessimisme à tout crin. Mais on voit aussi à quel point les fonds marins, qui sont supposés jusqu'à un certain point être protégés, en tout cas pour les espaces non appropriables, font l'objet de prédation aussi. Pour aller chercher des hydrocarbures. Voilà, exactement. Et donc, il y a une sorte de paradoxe du temps, où d'un côté, on n'a jamais eu autant besoin de coopération, de multilatéralisme, de normes globales, eu égard aux enjeux globaux, et le climat et l'environnement, c'est un bon exemple, et où, parallèlement à cet impératif de coopération, par rapport aussi à la réalité d'un multilatéralisme qui continue, quoi qu'on en dise, de fonctionner, à côté de ça, les États qui participent de ce système multilatéral, et en particulier les grandes puissances, piétinent l'idée même d'une régulation par les normes. Oui, vous employez l'expression dans votre ouvrage de monde oligopolaire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est l'idée, l'oligopole, c'est l'idée finalement qu'il y a quelques puissances qui se partagent au fond la domination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus dans un système strictement unipolaire. On a d'un côté la Russie, la Chine et les États-Unis qui sont les deux grandes puissances assurément globales. Et à côté de ça, d'autres puissances qui essaient de tirer leur épingle du jeu. L'Iran, la Turquie. Et donc, oligopole dans ce sens-là, c'est-à-dire au sens de puissances qui veulent régionales ou mondiales, dans le cas de la Chine et des États-Unis, qui s'arrogent en quelque sorte les ressources et qui s'arrogent aussi des monopoles sur un certain nombre, par exemple sur la question des détroits. L'Iran a la possibilité de bloquer le détroit d'Ormuz, c'est un levier géopolitique majeur parce que c'est une détermination géographique.
et l'utilise comme un élément de puissance, alors que les détroits, par excellence, du point de vue du droit de la mer, c'est un lieu de passage, c'est un lieu d'échange, gouverné par la liberté de navigation, qui a des grands principes du droit international et du droit de la mer en particulier. Donc là, on voit bien le choc entre, d'un côté, cette espèce d'héritage d'un droit international qui vise à favoriser la coopération, les échanges, les normes, la régulation, et de l'autre, des règles qui sont sans cesse bafouées, voire instrumentalisées, avec l'idée qu'on peut, si j'ose dire, en profiter au sens économique. Ça, c'est pour la dimension politique. Est-ce que les grandes multinationales ont aussi leur part de responsabilité dans la transformation de l'ordre mondial ? Oui, on peut prendre là aussi un exemple très concret à propos de la colonisation de l'espace extra-atmosphérique, qui est un des autres espaces aujourd'hui qui font l'objet de convoitises, notamment de la Chine et des États-Unis. Si on voit aujourd'hui qui envoie des satellites dans l'espace extra-atmosphérique, sachant que ça a explosé depuis une dizaine d'années, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est Starlink. D'Elon Musk. Voilà. Et en fait, que dit Starlink à partir de là ? Il dit, écoutez, comme ce sont nous qui maîtrisons les techniques d'envoi des satellites et qui envoyons la très grande majorité des satellites, qu'on a quasiment un monopole sur cela, eh bien c'est nous qui proposons d'organiser juridiquement la régulation de l'espace extra-atmosphérique. Autrement dit, s'instille l'idée que les acteurs privés peuvent aujourd'hui être en quelque sorte le principal instigateur de normes juridiques sur l'espace parce qu'ils ont le savoir-faire dont les États disposent également. Mais il y a une sorte de rapport de force qui s'opère ici entre des acteurs privés qui sont évidemment liés à des États, Starlink évidemment lié aux États-Unis, mais où finalement il y a une forme d'autonomie stratégique, si j'ose dire, d'une firme multinationale ici, ce qui évidemment fait craindre un monde là aussi sans foi ni loi, puisque à partir du moment où les États se retrouveraient, c'est une hypothèse évidemment peu plausible, mais dessaisis de l'espace extra-atmosphérique, qu'en est-il du monde, d'un monde au fond qu'on ne maîtrise plus? Votre livre commence par une référence à Marcel Proust qui écrivait À la recherche du temps perdu « Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus ». Vous commencez, vous, par les vrais, vous tournez en interrogation, les vrais paradis ne sont-ils pas toujours ceux que l'on a perdus ? Qu'est-ce que vous sous-entendez avec cette accroche que l'ordre mondial tel qu'on le connaissait ces dernières années, c'était en quelque sorte le paradis et qu'on est en train de le quitter ? Sans doute que c'est un peu exagéré, mais c'est un contraste volontaire pour faire prendre conscience aux puissances occidentales et notamment aux Européens qui sont parfois prompts à critiquer la démocratie, à critiquer le multilatéralisme en dénigrant ces dispositifs, en disant que c'est pas efficace, que la démocratie est tellement moins efficace que les régimes autoritaires, la Chine se débrouille tellement mieux, la Russie est tellement plus efficace puisque c'est une dictature. Aujourd'hui, il y a cette tentation qu'on voit dans les sociétés européennes, tentation populiste, tentation liberticide. Et en fait, l'idée, c'est de dire que ce monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale et à plus forte raison de l'après-guerre froide, où on a essayé de construire des dispositifs de normes qui sont sans doute perfectibles et contestables, mais qui avaient le mérite d'essayer d'organiser le monde et de l'apaiser, c'est peut-être quelque chose qui serait bon de protéger. Peut-être que le droit, aussi bien d'ailleurs dans l'ordre interne que dans l'ordre international, peut-être que c'est le premier garde-fou des guerres. Ce sont des idées simples, mais des idées importantes, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que ce monde sans foi ni loi, c'est un monde où on se dit, c'est plus la question du pourquoi, c'est la question du pourquoi pas. Pourquoi pas aller conquérir le Groenland ? Pourquoi pas aller conquérir l'Ukraine ? Et les Européens sont aussi dans cette logique du pourquoi pas. Pourquoi pas arrêter avec la démocratie et aller dans des régimes autoritaires et suivre en quelque sorte la tendance ? Et en ce qui me concerne, et je crois que c'est une idée partagée avec mon co-auteur Julien Fernandez, ce monde d'hier qu'on a l'habitude de considérer comme dépassé ou de critiquer, on a l'habitude de critiquer, c'est un monde qui, en tout cas sur le volet des normes, sur le volet de la volonté de sortir de la guerre, doit être défendu. Donc c'est peut-être pas un paradis, parce que les paradis sur Terre sont rares, sinon absents, mais c'est au moins quelque chose qui vaut mieux que cet enfer que nous préparent les puissances autoritaires.
Le pire des régimes à l'exception de tous les autres. En parlant de monde d'hier, on a parlé de multilatéralisme. Justement, concernant le multilatéralisme, quid de l'ONU et des organisations internationales construites depuis 1945, qui semblaient encore, il n'y a pas si longtemps, très puissantes. On a le sentiment qu'on ne les entend plus, qu'elles disparaissent en silence. On entendait dans le récit documentaire un exemple parmi d'autres, l'administration des Nations Unies pour le secours et la reconstruction, expulsée de Gaza et de Jérusalem par le gouvernement israélien. Oui, alors là aussi, il faut peut-être nuancer dans la mesure où l'ONU a toujours été, je dirais, au cœur de controverses. La question du maintien de la paix a toujours été une question problématique. L'assistance aux victimes, qui est une des grandes actions onusiennes, a toujours été difficile. Les Nations Unies n'ont jamais été absolument non contestées. Mais en fait, tout se passe aujourd'hui comme si le consentement à la coopération multilatérale était en train de s'effriter. C'est-à-dire l'idée que les puissances désinhibées, Russie, Chine, États-Unis, se disent au fond, on peut faire autrement. Il y a une sorte d'oblitération, de suppression de cet étage multilatéral. Qui finalement nous ennuie, quoi. Voilà, il y a l'idée d'une absence d'efficacité. Mais en réalité, si on regarde là aussi, au-delà des discours de Trump qui se vante, qui se prévaut d'avoir fait la paix ici ou là, quel est le bilan objectif de Donald Trump aujourd'hui, presque à mi-mandat? On est d'ailleurs curieux de voir ce que vont donner les élections de mi-mandat, si elles ont lieu et si le processus démocratique a lieu véritablement aux États-Unis. Ce sera en novembre 2026 normalement. Exactement. Mais certains commencent à dire que peut-être que ces élections n'auraient pas lieu, etc. On verra bien. Mais le bilan de Trump en Iran, et même y compris à Gaza, où il prétend avoir réglé un problème de 2000 ans, c'est quoi la réalité aujourd'hui de ces résultats, lui qui prétend être un homme de deal? Est-ce qu'avec la Chine, les États-Unis ont gagné en influence? Certainement pas. Donc, à un moment donné, la vérité va éclater. C'est-à-dire qu'au-delà des fake news, des déclarations intempestives qui recouvrent en quelque sorte la réalité objective du terrain, eh bien, on voit que finalement, les Nations Unies pourraient apparaître, ou toutes les formes de coopération multilatérale pourraient apparaître en réalité comme, sinon le paradis, du moins le filet de sécurité qui permet à la communauté internationale, certes fictive, mais de se sauver. En parlant de l'ONU, écoutez cette archive, analyse de la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Calamard, co-auteure de Une enquêtrice à l'ONU, publiée chez Flammarion. Elle était l'invitée de France Culture en avril 2025. Ce sont les États qui font la force de l'ONU. C'est pas une force innée. L'ONU, dans ses structures et dans ce qu'elle fait un travail formidable. Imaginez le monde sans l'Organisation mondiale de la santé. Imaginez ce monde sans l'action de l'Agence des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui fait aussi un travail formidable. Le problème est de nature beaucoup plus politique avec l'ONU. Le problème, c'est le Conseil de sécurité. Le problème, c'est des États, des superpuissances comme les États-Unis, la Russie ou la Chine qui utilisent leur droit de veto et qui empêchent toute prise de position importante et radicale pour amener la paix dans le monde. C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Jean-Vincent Hollande? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer, adapter le fonctionnement de ces organisations internationales? Ce qui est important dans ce qui a été dit, c'est le fait que ce sont les États qui font le multilatéralisme. C'est-à-dire que souvent, on peut opposer de façon un peu caricaturale la logique interétatique, la logique des États, les logiques de puissance, et de l'autre, l'ONU qui serait une sorte de simple faiseuse de paix, indépendamment de la puissance des États. En réalité, l'ONU est aussi la caisse de résonance de la puissance des États. Et si les États ne veulent plus contribuer à ce processus multilatéral, comme on l'observe aujourd'hui, ou s'ils veulent utiliser les Nations Unies comme un simple vecteur d'influence, comme on le voit par exemple pour la Chine qui investit les instances onusiennes, si par ailleurs les États cotisent pas ou peu, eh bien, on se retrouve dans la situation actuelle où il y a un plan social à l'ONU et 4000 personnes doivent partir. Et donc ça, c'est ça qui est préoccupant, c'est-à-dire ce que j'appelais l'absence de consentement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un âne à boire s'il n'a pas soif. Et donc si les États s'évertuent
à ne pas coopérer et à envisager simplement la logique de prédation plutôt que la logique de coopération, eh bien on va dans le mur. On va dans le mur sur tous les plans, le plan de la santé, le plan du climat, le plan évidemment de la sécurité et de la guerre. Et il faudra en quelque sorte cette épreuve de la guerre pour prendre conscience de la nécessité au fond de refonder une nouvelle fois le monde. Si vous regardez la naissance de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, si vous regardez la naissance des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, donc l'humanité est ainsi faite qu'elle a besoin de tomber dans le précipice pour prendre conscience de la nécessité de se sauver en quelque sorte. D'où la métaphore du paradis. Le paradis et l'enfer sont en quelque sorte deux espaces dans l'histoire de l'humanité solidaires en quelque sorte ou interdépendants. Ouais, donc si on écoute l'historien, on se dit qu'on va dans le mur, c'est pas très encourageant. Justement, comment est-ce qu'on peut lutter, par exemple, nous, Européens, contre justement ce mur qui nous fait face, contre le délitement du multilatéralisme, des organisations internationales? Est-ce qu'on a encore les moyens de lutter? Moi, je le crois. Européens ou autres, en tout cas démocrates, défenseurs de la paix. Moi, je le crois. C'est vrai que mon discours peut donner l'impression d'être pessimiste, mais en réalité, c'est plutôt la volonté d'être lucide par rapport aux défis qui sont les nôtres. Lucide et réaliste au sens de Raymond Aron, c'est-à-dire d'envisager le progrès, d'envisager la paix comme quelque chose de nécessaire et de réaliste, mais de se donner les moyens d'arriver à ce résultat. Et aujourd'hui, on se paie de mots, c'est-à-dire que si on prend à l'échelon européen, on parle d'autonomie stratégique, on parle d'Europe de la défense, mais en réalité, le consentement, en quelque sorte, à cet effort européen de défense reste assez réduit. Et donc les Européens ont une grande responsabilité parce qu'aujourd'hui, ils sont pris en étau. En fait, entre d'un côté les États-Unis qui ne consentent plus à offrir cette garantie de sécurité à l'Europe, qui a permis à l'Europe de s'épanouir depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis de l'autre, les nouveaux empires autoritaires comme la Russie et la Chine. Et donc la responsabilité de l'Europe, c'est non seulement de se réarmer et de se protéger dans l'hypothèse effectivement d'un conflit qui pourrait survenir, de la Russie ou d'ailleurs. D'ailleurs, l'idée, c'est une sorte de principe de précaution stratégique qui paraît logique, c'est-à-dire que dans un monde qui se réarme, pourquoi l'Europe serait le seul continent à désarmer? Mais en même temps, à se dire que l'Europe a une responsabilité, si j'ose dire, normative. Elle a été jusque-là une puissance normative qui défend la démocratie, le libéralisme, et que, au fond, on est pratiquement aujourd'hui les seuls, avec d'autres puissances type le Canada, la Corée du Sud, à défendre en quelque sorte cette voie démocratique et libérale, VOIE, VOIX. Et donc là, il y a vraiment un enjeu, puisqu'on voit qu'au plan interne, les différents pays européens sont touchés en quelque sorte par cette vague liberticide, cette vague populiste. On le voit en France aujourd'hui, on voit les sondages qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence sur les élections présidentielles 2027. On le voit avec Alternative für Deutschland en Allemagne, on le voit avec les forces eurosceptiques en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc il y a une vraie responsabilité, si j'ose dire, intérieure à l'échelon des pays européens pour porter cette voie, parce que si l'Europe bascule, alors qu'est-ce qui restera ? Assiste-t-on, impuissant, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial? A-t-on basculé pour de bon dans un monde sans foi ni loi? On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir plus clair grâce à vous, Jean-Vincent Hollinde, professeur de sciences politiques, co-directeur du centre Thucydide de l'université Panthéon-Assas. Je rappelle ce livre que vous publiez l'année des relations internationales, Un monde sans foi ni loi, aux éditions Panthéon-Assas. C'était le temps de l'actu. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.